Déjà 600 jours que la guerre entre Israël et les Palestiniens a commencé, 20 mois déjà, et la vie des Palestiniens s'est considérablement dégradée. Le quotidien est désormais rythmé par les ordres d'évacuation, les frappes, chaque jour plus meurtrières et la recherche active de vivre. On va en parler avec vous, Eli Barnavi. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, figure de la gauche israélienne, historien, ancien ambassadeur d'Israël en France. Merci d'être avec nous. Vous avez beaucoup commenté la situation à Gaza ces derniers jours dans nos médias français. Avant de commenter ensemble les dernières images qui nous parviennent de l'enclave palestinienne, j'aimerais qu'on parle de votre position à vous en tant qu'Israélien, pour ceux qui vous auraient manqué ces derniers jours. Et c'était difficile parce que je dis que vous avez eu des propos très forts et très marquants dans d'autres médias. Vous avez exprimé avec des mots très forts, très durs à l'égard du gouvernement israélien votre effroi, votre dégoût. Qu'est-ce qui vous dégoûte aujourd'hui dans ce qui se passe à Gaza ? Faut-il vraiment faire un choix ? C'est toute la situation qui est épouvantable. Ce gouvernement nous mène à la perte. Les Palestiniens, bien sûr, avec ce qui se passe à Gaza, mais pas seulement à Gaza, ce qui se passe en Cisjordanie. À Jérusalem-Est aussi. Et à Jérusalem-Est. Mais aussi nous, les Israéliens, ils sont en train de détruire, le gouvernement israélien actuel est en train de détruire le projet national israélien, le projet sioniste. C'est pas ça qu'on avait en tête. Et ce n'est pas ça qui s'est passé, même si les graines de ce qui se passe aujourd'hui ont été plantées depuis longtemps. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est un saut qualitatif, si j'ose dire. Et donc ils sont en train de nous transformer en quelque chose qui sera, pour des gens comme moi, invivable. Vous vous sentez pris en otage, en quelque sorte, aujourd'hui, en tant qu'Israélien, en tant que juif sioniste, je reprends vos mots. Alors, c'est un mot que j'hésite à utiliser parce qu'il y a de vrais otages. C'est-à-dire il y a 58 otages vifs et morts à Gaza. Eux, c'est de vrais otages. Il y a toute une population à Gaza qui est prise en otage. Eux sont de vrais otages. Moi, je suis un dissident. Je me sens de plus en plus, c'est ça qui est dramatique pour moi, je me sens de plus en plus étranger dans mon pays. Or, c'est le seul pays où je sois chez moi. J'aime beaucoup la France. C'est une seconde patrie, mais c'est une seconde patrie. Mon pays, c'est là-bas. C'est là-bas que je respire. C'est là-bas que vous vivez ? Que je vis, c'est là-bas que je pratique la langue, que je suis entouré de la culture, que j'ai grandi, que je fais ma carrière, que j'ai mes amis, que vivent mes enfants. Et donc se sentir aliéné, se sentir étranger chez soi, c'est un sentiment absolument épouvantable. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Et moi qui ne suis pas désespéré de nature et historien de formation et de métier, je sais qu'il n'y a pas de situation irréversible, mais j'ai de plus en plus de mal à me convaincre moi-même que la raison l'emportera et que nous sortirons par le haut de cette situation. Vous ressentez du désespoir et on a les images en direct de l'enclave palestinienne que vous commentiez il y a quelques instants en off avec beaucoup d'ironie. C'est très fort ce que vous dites. Vous vous sentez comme un dissident dans votre propre pays. Vous avez fait le choix d'assumer publiquement des mots extrêmement durs, choisis, qui peuvent être critiqués par les Israéliens. Vous dites qu'il y a des génocidaires au sein de ce gouvernement. Le mot génocide, on l'a vu ces derniers mois, beaucoup ont hésité à l'employer. Pour vous, un génocide est en cours à Gaza ? C'est un mot qui est effectivement très chargé pour nous, juifs surtout, et que nous n'employons pas à la légère. Et pendant longtemps, on a utilisé ce mot très légèrement. Il est raccroché à la Shoah. Voilà, exactement. Il n'y a jamais eu de projet génocidaire. Pensez à Srebrenica, 8000 victimes. Enfin, c'était des victimes qui étaient ramassées et tuées de sang-froid parce qu'ils étaient ce qu'ils étaient. Pendant longtemps, j'ai refusé d'employer ce mot parce que ce n'était pas ce qui s'est passé. Il y a des définitions juridiques qui sont très strictes. Mais j'entends ce que disent les princes qui me gouvernent. Et c'est une bande de génocidaires, il n'y a pas d'autre mot. Ils appellent au génocide des Palestiniens. Ils le disent, il n'y a plus aucune retenue, vous savez.
Et l'armée sur le terrain fait ce qu'il faut pour obéir. C'est-à-dire qu'il y a, lorsque vous avez un suspect, un militant du Hamas, vous pensez, vous êtes même sûr qu'il est là, dans un immeuble de 4 ou 5 étages, ben vous démolissez tout l'étage et tant pis pour ceux qui sont à l'intérieur pour avoir la peau de ce seul terroriste. Et ça n'a jamais été le cas. On a déjà eu des opérations. Vous savez, Gaza est un endroit très problématique pour la sécurité d'Israël. Donc il y a eu des moments très très durs. Jamais il y a eu ça. C'est-à-dire il y avait une espèce de retenue. On savait faire la part des civils. Tout ça s'est terminé. C'est-à-dire l'idée d'extrême droite que tous ceux qui vivent à Gaza sont des terroristes, qu'il n'y a pas d'innocents à Gaza, c'est maintenant quelque chose qui est banalisé, normalisé. Et qui est assumé dans les discours de plus en plus. On assiste effectivement à une libération de la parole, en tout cas depuis que Donald Trump est arrivé et de retour à la Maison-Blanche à Washington. Pour rester sur l'emploi de ce mot, génocide, que beaucoup encore ont du mal à utiliser, Emmanuel Macron a dit laisser aux historiens la responsabilité de se prononcer. Vous êtes historien, justement, vous mesurez le sens du terme. Est-ce que c'est important que des dirigeants, des Israéliens, emploie ce terme, enfin, aujourd'hui? Vous savez, moi, je suis autant que je peux dans l'analyse, puisque c'est mon métier, c'est pour ça que vous m'invitez, c'est pas pour faire de l'émotion. Et donc j'essaie, non pas de me tenir au-dessus de la mêlée, ça n'a aucun sens, je suis en plein dans la mêlée, mais je veux comprendre ce qui se passe. Et donc la situation évolue. Et la situation, ce qui était une guerre juste le 8 octobre, après un assaut, lui, génocidaire, volontairement génocidaire et assumé comme tel, est devenu très vite une tuerie insensée. Vous dites aujourd'hui il n'y a plus de guerre à Gaza et la guerre s'est arrêtée 3 mois après les attaques du 7 octobre. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de guerre et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Beaucoup de généraux le disent, l'ont dit, et pas seulement des généraux à la retraite. Ils ont dit c'est terminé. Nous avons la guerre a épuisé ses effets. Il n'y a plus de guerre. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a une bande de dépaneillés, puisque le Hamas est toujours là. Parlez-moi de la victoire totale que nous promet Netanyahou. Le Hamas est toujours là. Vous n'y croyez pas? Mais ça n'a jamais existé. Ça, du coup, c'est l'historien qui parle. La victoire sur le Hamas est possible uniquement si on le remplace. Il n'y a pas de victoire totale contre un mouvement de guérilla, contre un mouvement terroriste, si vous ne mettez pas quelque chose à la place. Or, ils sont en train de mettre quelque chose à la place. Et c'est l'armée, c'est Tzahal, et c'est Israël. C'est-à-dire, on revient à la situation d'avant 2005. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'on recommence l'occupation du territoire. C'est une catastrophe de tout point de vue, humanitaire, politique, national. Et on est en train, Netanyahou nous a lancé dans une fuite en avant qui est proprement suicidaire. Et je suis incapable de vous dire où ça va nous mener si on ne nous dit pas, si l'extérieur, si le monde ne nous dit pas stop. Alors au moment où l'on se parle, c'est la question de la livraison de l'aide humanitaire, l'aide alimentaire qui cristallise les critiques aujourd'hui depuis que Israël a instauré ce nouveau système, cette nouvelle méthode pour transmettre, pour distribuer les aliments aux Palestiniens. Scène de chaos hier, des dizaines de blessés. Le Hamas parle même de 3 morts. Vous voyez tout de suite ces images qu'on va commenter ensemble dans quelques instants. Les explications signées Ludovic de Foucault. De retour du nouveau centre de distribution, certains Gazaouis portent des colis alimentaires, d'autres pas. Je suis allé au point de distribution, mais à cause de la foule, je n'ai pas reçu de farine. J'espérais en recevoir, mais à cause du monde, je suis reparti les mains vides. Au début, la distribution se déroulait sans problème, mais il y avait tellement de monde qu'ils ont fini par laisser les gens se précipiter et prendre tout ce qu'ils pouvaient. Ce nouveau système de distribution, articulé autour d'une organisation américaine, est soutenu par Israël, qui accuse le Hamas de piller systématiquement l'aide à Gaza, malgré les démentis des ONG sur place. Nous avons élaboré un plan avec nos amis américains pour avoir des sites de distribution contrôlés. Il y a eu une perte de contrôle momentanée. Heureusement,
Nous avons repris le contrôle. Nous allons en faire beaucoup plus. Et l'idée est de faire en sorte que le pillage humanitaire ne soit plus un outil de guerre pour le Hamas et redonner l'aide aux populations. À Washington, le département d'État se félicite de l'initiative et affirme que 8000 colis ont déjà été distribués. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'aide est acheminée et dans un tel contexte, il n'est pas surprenant que quelques difficultés puissent survenir. Mais la bonne nouvelle, c'est que ceux qui cherchent à acheminer l'aide à la population de Gaza et pas au Hamas ont réussi. Pas de quoi convaincre le porte-parole de l'ONU qui s'est dit attristé par les scènes de chaos lors des distributions. Pour nous, l'aide humanitaire doit être distribuée de manière sûre, conformément aux principes d'indépendance et d'impartialité, comme nous l'avons toujours fait. Nous avons vu le plan qu'ils ont publié et qu'ils nous ont présenté. Il ne correspond pas à la manière de faire qui est en adéquation avec nos principes. Pour l'ONU, cette fondation autoproclamée pour Gaza est surtout un outil utile à Israël pour atteindre ses objectifs militaires à Gaza en violation des principes humanitaires. On va les retrouver tout de suite. Rami Abou-Jamous, qui est nos yeux et nos oreilles dans l'enclave palestinienne. Je vous le rappelle, les journalistes sont toujours privés d'accès au territoire palestinien. Rami, bonjour. On vient d'entendre Benyamin Netanyahou évoquer une perte de contrôle momentanée, tout en laissant entendre que le système était une bonne chose, en bonne voie de fonctionnement. Les Américains également défendent leur méthode. La réalité à laquelle vous êtes confrontés dans les territoires palestiniens, est-ce qu'elle parvient aux civils ? Hier, c'est juste un piège pour les Palestiniens parce que l'armée israélienne, ils ont dit, la compagnie américaine SRS, ils ont dit que la distribution serait avec une procédure très sécurisée, c'est-à-dire chacun il va avoir son numéro de carte d'identité, le père de famille il va recevoir les colis pour que combien de familles, combien de membres de sa famille. Mais hier, cette association, bien cette compagnie, ils voulaient avoir la photo et encourager les gens à venir parce que les gens ils ont peur d'y aller au début avec cette procédure-là et surtout que l'armée d'occupation ils ont bien dit que ça va être un endroit pour encourager toute la population de Gaza de venir ici pour pousser la population et la faire déplacer vers le sud. Mais quand ils ont vu hier que tout le monde est servi, donc il y a eu les images que vous avez vues, des milliers de personnes qui sont là, c'est des gens que ça fait 2 mois qu'ils n'ont rien reçu d'aide humanitaire, qui sont dans la famine et surtout vous avez vu des femmes, des enfants et tout le monde a été servi ce jour-là parce que ils sont arrivés au bout, ils ont récupéré les colis. Mais on voyait au début que c'était une stratégie déjà de chantage, la nourriture contre le déplacement et en même temps l'humiliation de faire la queue avec les couloirs qu'on avait vus avec les talus derrière et l'armée d'occupation autour. Et justement, c'est une façon, une humiliation pour recevoir l'aide humanitaire. Mais les gens, hier, ils voulaient avoir quelque chose à manger. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des trentaines, des milliers de personnes qui sont allées. Et aujourd'hui, hier, une fois que cette foule a été dispersée, l'armée a tiré sur les gens qui ont été dans ce qu'on appelle le rond-point Al-Alam, c'est le rond-point de drapeau, pas très loin de ce centre de distribution. Ils ont tué 3 personnes, et il y a eu 46 personnes qui sont blessées, et il y a 7 personnes qui sont toujours disparues. Portés disparus parce qu'on ne sait pas est-ce qu'ils sont morts. Jusqu'à présent, les 3 qui sont morts, ils sont toujours sur le sol. On ne peut pas les voir parce que c'est une zone où c'est interdit d'accès. Et en même temps, aujourd'hui, il y a des gens qui ont essayé d'aller à un 2e centre de distribution qui est à Morag. Et là, pareil, ils étaient visés. Il y a une vieille dame, malheureusement, elle a été tuée avec 2 autres personnes et il y a eu des blessés. Et hier, quand il y avait la foule, l'armée d'occupation, ils ne voulaient pas tirer directement sur les gens. Justement pour ne pas dire que c'était un échec, parce que pour dire que les gens ils sont venus manger et on les a tirés dessus, c'est un échec total. Ils ont laissé les gens faire ce pillage, ils ont tout pris, même le corridor et tout ce qui est dans le matériel. Les gens ils ont tout pris parce qu'ils ont besoin de tout. Les tôles pour faire des tentes, du fer pour encercler les comptes de fortune, les tables pour utiliser dans les tentes et dans les comptes de fortune. Et c'est pour ça on ne sait pas
aujourd'hui, ça a été suspendu, l'aide. Ça va être pour demain, d'après SRS, la compagnie de sécurité américaine, mais on ne sait pas comment ça va se faire. Mais on a toujours reçu d'aide humanitaire par l'ONURWA, par les agences unisiennes, par les ONG internationales. On n'a jamais eu de problème. Le prétexte de dire que c'est le Hamas qui détourne l'aide humanitaire et que c'est la façon, ou une ancienne façon qui passe par les Nations Unies, c'est les Hamas qui mettent la main sur l'aide humanitaire. Que tout ça, c'est des mensonges parce qu'à chaque fois, il faut trouver un prétexte pour ne pas entrer l'aide humanitaire. La première fois, c'était le prétexte qu'il y avait des clans de familles bédouines qui détournaient l'aide humanitaire. Et on voyait comme par hasard, ces clans-là, maintenant, c'est eux qui sont dans la zone de sécurité, c'est eux qui travaillent et qui collaborent par l'armée israélienne. C'est l'argument régulièrement mis en avant, effectivement, par le gouvernement israélien, qui est de dire cette aide, elle est détournée par le Hamas. Merci beaucoup, Rami. Elie Barnavi, on entend beaucoup de choses. Vous disiez tout à l'heure, on a changé d'échelle sur l'horreur. C'est pas un mythe, c'est le pillage de l'humanité par le Hamas, c'est un fait. C'est-à-dire ça, ce n'est pas... Mais d'utiliser cet argument aujourd'hui dans ce contexte de famine, est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est justifiable? Est-ce que c'est anecdotique? Ou est-ce que c'est la majeure partie de l'aide qui est détournée? Est-ce que ça ne détourne pas notre attention du vrai sujet? Ça dépend des moments. Le Hamas, c'est un énorme problème. On en a parlé un peu. Le pillage de l'aide humanitaire, c'est un fait. La vente de ces produits sur le marché... Qui s'arrache à prix d'or, hein. Qui est racheté à prix d'or, tout ça, c'est pas un mythe, ça, c'est la vérité. De là à faire ce qu'on a fait là, et voir ça, il y a de la marge. C'est-à-dire que et ce n'est pas innocent. C'est-à-dire que quand vous créez, au lieu d'avoir 400 ou 500 points de distribution, que vous en avez 8 ou 10, et que vous obligez les gens à se concentrer sur un mouchoir de poche. Ça provoque du chaos, c'est ça que vous êtes en train de dire? Et que vous demandez donc à ce que seul le chef de famille puisse aller récupérer cette aide alimentaire. Et que ce chef de famille est souvent une vieille dame ou un enfant, parce qu'il n'y a personne d'autre, qui doit faire des kilomètres pour y parvenir. Vous rendez-vous compte? Même sans ces scènes-là, c'est impraticable. Je ne parle pas de l'humiliation de toutes ces scènes qu'on a vues, c'est affreux. Mais même ça, c'est le résultat d'une pression américaine et internationale forte, parce que c'était pas ce qu'il fallait. Ils ne voulaient rien faire passer. La politique, depuis la reprise de la guerre, depuis début mars, c'était de ne rien faire passer. Et là, ils ont dit, Netanyahou a dit très clairement, il a dit publiquement, nous sommes obligés de faire entrer de l'humanitaire, parce que nous sommes en train de perdre nos meilleurs amis. C'est-à-dire, pour des raisons diplomatiques. Il a utilisé le terme de diplomatie, ce qui a choqué évidemment le monde entier. Et ce qui a commencé à faire réagir d'ailleurs les différentes chancelleries. Les Israéliens qui sont accusés aujourd'hui d'utiliser la famine, ces besoins primaires que sont les aliments, les vivres, l'eau, pour provoquer le chaos. Ça vous paraît crédible, ça? Oui, ça me paraît non pas crédible, ça me paraît évident. Écoutez, le grand dessein, c'est de pousser ces gens dehors. Nous sommes en train de vivre une vaste opération d'épuration ethnique. Il faut appeler ce chat-là de son nom. Ils veulent pousser les gens dehors. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des membres éminents du gouvernement. Et ça sert à ça. C'est-à-dire, c'est les pousser petit à petit, les concentrer à un endroit. Comment pourront-ils vivre là-bas? Ce n'est pas clair du tout. Et le moment, c'est d'eux-mêmes, c'est ça qu'ils appellent l'immigration volontaire, c'est d'eux-mêmes qui voudront partir. Elie Barnavi, j'aimerais qu'on regarde et qu'on entende les voix critiques. La vôtre, évidemment, résonne ici en France aujourd'hui. Des voix critiques, il y en a en Israël, de plus en plus. On serait tenté de dire, même, on a assisté à des manifestations contre la guerre en cours à Gaza. On va regarder tout de suite ce résumé de ces critiques émises au sein même de l'État hébreu, au sein de cette société civile israélienne, résumé par Étienne Paponeau. Une chaîne humaine pour réclamer la libération des 58 otages encore retenus à Gaza, 600 jours après le début de la guerre. En ce jour anniversaire, les familles et proches des otages réclament la fin de la guerre et ciblent le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il fait tout pour se maintenir au pouvoir, insiste pour raviver continuellement la guerre à Gaza.
et continue de mettre en danger la vie des soldats et d'une population entière de civils innocents. Les Gazaouis sont aussi des victimes. Ils sont des otages du Hamas. Ils sont des otages du prolongement de cette triste guerre. Après le choc des attaques du Hamas le 7 octobre 2023, les conséquences désastreuses pour les civils gazaouis de la campagne de représailles israélienne ont longtemps été invisibles ou peu audibles en Israël. Aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent dans le pays pour dénoncer le prolongement de la guerre. Ce mardi, dans le quotidien Haaretz, l'ancien Premier ministre Ehud Olmert accusait le gouvernement israélien de commettre des crimes de guerre. La semaine dernière, ces manifestants sont venus à la frontière entre Israël et la bande de Gaza pour clamer leur opposition à la guerre et soutenir les Gazaouis. Le peuple juif en Israël se tient aux côtés des Palestiniens. Du côté des pro-guerres, des figures d'extrême droite, comme les ministres suprémacistes Itamar Ben-Gvir ou encore Bezalel Smotrich, ne craignent pas d'afficher leurs objectifs. Gaza sera complètement détruit parce que c'est une infrastructure terroriste en surface et en sous-sol. Cela changera la réalité d'Israël pour les décennies à venir. Selon une enquête réalisée par la chaîne israélienne 13 et diffusée le 20 mai, 40% des Israéliens s'opposent à l'expansion des opérations militaires et 44% y sont favorables. Voilà, on termine sur ce sondage, 40% versus 44%, ça reste encore en deçà. Malgré tout, est-ce que vous avez le sentiment en tant qu'Israélien, là vous êtes de passage par Paris, mais vous avez le sentiment que là-bas, il y a une prise de conscience, on le sait que l'information, les images ne sont pas les mêmes à la télévision, dans la presse. Est-ce que les Israéliens ont accès à cette réalité? On a vu notamment cette famille décimée cette semaine. C'est 9 enfants tués. Savoir, est-ce que les Israéliens voient ça? Oui, ceux qui ne voient pas, parce que la télévision ne montre pas ce que vous montrez ici. Mais ceux qui veulent savoir savent. Il y a quand même une presse écrite, il y a les réseaux sociaux. C'est une société ouverte, Israël. Mais il faut qu'il y ait une volonté au départ. Et donc, oui, et puis surtout, il faut vouloir voir. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Les gens sont enfermés dans leur coquille, dans leur traumatisme. Et donc, beaucoup ne veulent pas voir. Et les choses bougent. Enfin, moi, quand je participais à des manifestations, il y avait très peu de gens qui demandaient non seulement l'arrêt de la guerre, mais qui disaient on ne peut pas faire ça au peuple palestinien. Maintenant, on est des milliers. Et on voit de plus en plus des gens avec des pancartes, avec des images d'enfants palestiniens tués avec leur nom. Ça a changé. Avec les noms, parce qu'il y a eu une volonté de déshumaniser les victimes palestiniennes. Avec les noms. Mais ce n'est pas suffisant. Je veux dire, il ne faut pas attendre le salut de l'intérieur d'Israël. Il faut que le monde s'organise. Ça, c'est le travail de la communauté internationale, par antiphrase, mais des Européens, des Américains. Il faut qu'eux comprennent que s'ils ne font pas ce qu'il faut, s'ils ne disent pas stop, et s'ils ne prennent pas de mesures pour que cette injonction soit suivie de faits, ça ne s'arrêtera pas avant l'expulsion des Palestiniens. Nous sommes lancés sur cette pente-là. On assiste à une multiplication des tribunes, une dans le Guardian ce matin, une dans Libération hier, d'auteurs, des centaines d'auteurs qui utilisent le terme de génocide, on en parlait tout à l'heure, pour dénoncer cette guerre, ces massacres en cours à Gaza. Il y a aussi des figures israéliennes qui s'expriment. Il y a vous, il y a Delphine Orwiller, qu'on a entendu récemment, rabbin, philosophe. On ne venge aucun mort en affamant des innocents ou en condamnant des enfants, sans avenir pour le peuple palestinien. Il n'y en a aucun pour le peuple israélien. Il y a aussi Anne Sinclair. Enfin, on sent quand même qu'il y a un curseur qui est en train de bouger. Et je crois que vous avez beaucoup espoir, vous l'avez évoqué, en la communauté internationale, dans les Européens notamment. Nous, on a le sentiment que les Européens ne pèsent absolument pas. Écoutez, vous pensez que la France, les Européens peuvent faire bouger les lignes? Quand je parle de la communauté internationale, je ne parle pas de l'opinion publique. Je ne dis pas qu'elle ne compte pas, mais je pense au gouvernement. C'est-à-dire, ce n'est pas Delphine ou Anne, ce sont Et ça peut motiver les gouvernements à se positionner. Ce sont des femmes merveilleuses, oui. Elles peuvent être d'une caution morale. Mais c'est au chef que je pense, aux dirigeants politiques. L'un des paradoxes tragiques de la situation où nous nous trouvons, c'est que nous devons compter sur un personnage aussi bizarre, aussi hors norme que Trump. Trump pourrait, s'il le voulait. Mais j'espère que Emmanuel Macron, ils vont
ils vont à New York. Vous le savez, il y a un plan que je trouve bon. Emmanuel Macron est l'un des rares chefs dirigeants européens capables d'avoir une crédibilité sur ce sujet, capable de parler à Trump, l'un des rares pour lequel il a du respect. Ça, c'est très important. Et il faut créer un front international pour dire à Israël, il y aura un prix à payer si vous n'arrêtez pas. Votre position en tant qu'Israélien, est-ce qu'elle est dure à défendre dans votre pays là? Les mots que vous tenez ici sur ce plateau à Paris, pas du tout. Est-ce que c'est possible en Israël? Ça se dit tous les jours. Je ne suis pas une exception bizarre. À Paris, oui, parce que par la force des choses, je m'exprime en français. Et votre statut d'ancien ambassadeur d'Israël en France, forcément, la change les presse choses. fait souvent appel à moi. Mais en Israël, nous sommes des milliers à nous exprimer comme ça. Je ne suis pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'exprime très peu en Israël. J'écris très peu parce que c'est pas la peine. Il y en a beaucoup. Ici, je passe pour l'exception. Je ne le suis pas, heureusement. Mais ce sont des voix qui n'auront pas de véritable effet et d'influence s'ils ne sont pas soutenus par une action politique. Par une action politique forte venant de l'extérieur. Merci beaucoup, Elie Bernavi, en espérant que votre voix continue à porter, à peser. Merci.